Salut, c'est Anthony. Il y a quelques jours, j'animais dans mon groupe privé Facebook une formation gratuite pour faire profiter à ma communauté en cette période de confinement de 9 réflexions stratégiques à mener maintenant sur leur business pour s'attaquer maintenant aux choses les plus importantes et faire repartir le business le plus tôt. Donc je vais te partager cette formation dans son intégralité. Fais-en le meilleur usage qui soit, fais l'exercice toi aussi de ton côté et je te laisse place à cette formation. Prévois un petit peu de temps, je te dis ça dure 1 heure, mais je pense que vraiment ça peut t'apporter quelques réflexions utiles et quelques bonnes stratégies, quelques bonnes pistes pour ton avenir. Salut à tous. Je me suis pas mal posé la question de ce que je pouvais vous partager aujourd'hui pour vous apporter un peu de valeur et quelque chose qui soit vraiment congruent par rapport à vos besoins en tant qu'entrepreneur, mais aussi par rapport à la période qu'on vit actuellement. Et donc, en piochant un petit peu dans tous les outils sur lesquels j'ai travaillé, toutes les méthodes que j'ai pu développer pour les différentes activités que j'ai menées, je me suis dit que celle-là était certainement une de celles qui faisait le plus de sens et qui allait vous permettre de mettre à profit un certain nombre de réflexions dans cette période de confinement où vraiment chacun va pouvoir prendre un bout, si ce n'est la totalité de ce que je vais vous partager pour, on a un petit souci, pour pouvoir vous faire donc un maximum d'avancer sur votre business. J'ai un petit souci à l'image, j'ai l'impression, ou alors c'est le logiciel que j'utilise. Dites-moi si c'est toujours OK pour vous. Non, l'image est toute trouble, j'ai aucune idée de la raison. Allô, la mise au point. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok, bon, ça y est, le nuage est parti. Nuage radioactif là qui envahit mon bureau, ça va pas le faire du tout. Donc, pour en revenir sur ce que je vous disais, je pense que vraiment là, à travers les 9 réflexions que je vous propose, il y a vraiment des informations cruciales à mener pour votre activité, quels que soient aujourd'hui les challenges que vous avez à relever pour traverser la crise ou même au quotidien, c'est-à-dire comment vous faites en sorte d'en faire toujours plus pour vos clients, toujours plus pour développer votre entreprise. Et là, on a vraiment un outil qui est très puissant en termes de réflexion. Des outils que j'ai utilisés d'ailleurs avec certains membres de ce groupe, parmi lesquels figurent des amis et des clients. Donc voilà, vous allez pouvoir retravailler le sujet. Et pour les autres, peut-être le découvrir. En tout cas, l'idée, c'est d'explorer des sujets qui sont vraiment hyper importants dans votre stratégie d'entreprise. Alors, je vais déjà vous expliquer ce que sont ces 9 blocs, qu'est-ce qu'on y met derrière, et ensuite, on va rentrer dans le questionnement que vous pouvez commencer à faire pour votre activité. Déjà, est-ce que certains d'entre vous connaissent ça, l'ont déjà utilisé? Je vais changer le mode de mise au point là, qui est pas bon du tout. Si je peux le faire pendant que ça tourne, je reviens. Et on va faire comme hier. Ça me semblait finalement mieux. Ok. Voilà, ça sera plus stable et je serai net plus souvent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet outil? Donc, je parle du Business Model Canvas, qui est un outil qu'on utilise en stratégie d'entreprise, que les startups utilisent pas mal. Alors, ça n'est qu'un outil, c'est un guide. L'idée, c'est vraiment, et c'est pour ça que je vais essayer de vous accompagner dans cette démarche, c'est de poser les bonnes réflexions pour que vous compreniez comment ça peut vous être utile et comment vous allez en retirer de la valeur pour ce que vous faites. J'ai quelques réponses. Oui, déjà utilisé pour faire un business plan. Ouais, alors en fait, le business model nourrit le business plan, donc effectivement, ça peut être un bon outil pour le faire. Alors, la première chose ici, premier pavé, première question à se poser, c'est les partenaires. Alors, quand je dis première question à se poser, en fait non, pas du tout. C'est simplement le premier pavé sur lequel j'écris, mais vous allez voir que c'est pas un document qui se lit de gauche à droite. En fait, il commencerait plutôt ici d'ailleurs, et ici vous avez ce qu'on appelle le ou les segments clients. En tout cas, vos clients. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a
les activités. Ici, on a ce que j'appelle les metrics. Comment on peut traduire ça? C'est vos chiffres d'analyse, vos données, les données sur lesquelles vous mesurez en fait ce que vous faites. J'y reviendrai. Ici, vous avez votre offre, on appelle ça aussi la proposition de valeur. Et j'insiste sur le fait que une offre, c'est pas un produit ou un service, c'est pas seulement ça. Bien sûr, dans une offre, il y a un produit ou un service, celui que vous proposez, mais une offre, ça englobe bien plus de choses que ça. Et si vous vous demandez laquelle, vous pouvez aller regarder. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pas plus tard que la semaine dernière. C'est une vidéo assez courte et qui on va dire, n'est pas vraiment rentre pas vraiment en profondeur sur les explications de la façon dont on peut construire une offre, mais qui ouvre pas mal de réflexions quand même dans ce sens. Donc si vous vous demandez pourquoi je distingue vraiment produit, service et ce qu'est une offre et comment on fait pour bâtir une offre qu'on dirait irrésistible, ou en tout cas qui va vraiment séduire le client, vous pouvez aller regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube, vous tapez Anthony Léger et vous trouverez ma chaîne. Donc ici on va vraiment parler de la façon dont vous créez de la valeur pour vos clients. Ici on va parler de la relation que vous créez avec eux. Là on va parler de livraison ou distribution, la façon dont vos produits ou services arrivent à vos clients. Ici, on va mettre vos coûts et bien évidemment en face vos revenus ou sources de revenus. Voilà donc les 9 blocs stratégiques de toute entreprise, celles sur lesquelles vous pouvez construire et mener toutes vos réflexions et également remettre en question des choses. C'est-à-dire que quand vous cherchez à faire évoluer votre activité, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de manière fluide, que les résultats ne sont pas exactement à la hauteur de vos objectifs, essayez toujours de vous pencher là-dessus et de remettre en question votre modèle économique. Savoir qu'est-ce que vous pouvez changer ou où est-ce que vous pouvez améliorer des choses. Qu'est-ce que ça donne si je travaille sur le positionnement, sur ma cible, qui sont mes clients? Qu'est-ce que ça donne si je retravaille mon offre ou sur la façon dont j'analyse mes chiffres? Et posez-vous la question, remettez en cause ça régulièrement pour voir effectivement quels peuvent être les impacts significatifs et comment surtout vous pouvez créer plus de valeur pour votre client, créer plus de valeur pour votre marché, mieux vous différencier et donc générer forcément plus de résultats. Alors je vous disais que la première des choses à regarder, et contre-intuitivement, c'est pas de commencer par là, c'est de commencer ici. Et quand on commence par le segment client, la première des questions, non pas orange, tiens, c'est qui, bien sûr. Qui puis-je aider? Qui vais-je servir? C'est l'une des premières questions vraiment quand on développe son activité, quand on crée son entreprise. La plupart des gens font l'erreur de commencer sur le produit et font le produit en fonction d'eux. Mais en réalité, tout produit, tout service, toute offre doit répondre à un besoin ou un problème clairement identifié auprès de la cible. Ça veut dire que si on cherche à répondre à un besoin ou une problématique identifiée auprès de la cible, ça veut bien dire que la première question c'est qui? Qui ai-je envie d'aider? Qui puis-je servir? Et donc là, il faut être très clair sur le fait que la définition même d'une cible, c'est des gens qui ont cette problématique ou ce besoin en commun. D'accord? C'est pour ça que vous ne devez jamais tolérer comme réponse « mes produits ou services concernent tout le monde ». D'accord? Mes clients sont tout le monde. Parce que si vous cherchez à vendre à tout le monde, vous ne vendrez en réalité à personne. J'ai eu cette discussion une fois avec une personne qui m'avait contacté et quand je lui pose la question de ce qu'elle fait et qui elle sert, etc., elle commence par me dire mes clients sont tout le monde. Tout le monde peut acheter mes produits ou services. Et je lui dis ok, sans a priori, j'essaie de dérouler et je lui demande quelle est votre activité. Et elle me dit je suis maraîchère, je vends des fruits et des légumes. Ok, très bien, c'est vrai que
potentiellement tout le monde mange des fruits et des légumes ou tout le monde devrait en manger au moins 5 par jour. Sauf que la réalité, c'est que ses clients, c'est pas tout le monde parce qu'elle va pas distribuer ses fruits ou ses légumes n'importe où. Elle va soit choisir de les distribuer auprès de la grande distribution et peut-être en privilégiant même une enseigne, donc ça resserre le marché. Elle peut choisir de passer par un réseau de distribution, par des groupements d'achat. Elle peut choisir de faire les marchés. Elle peut les vendre donc aux particuliers. Elle peut les vendre sur Internet. Elle peut les vendre, bref, de différentes manières à des grossistes, etc., qui font que ses clients ne sont pas tout le monde et qu'elle ne peut pas avoir la même stratégie pour tout le monde, la même communication pour tout le monde. Et c'est exactement pour ça qu'il faut être hyper clair sur qui sont les clients que je souhaite toucher, quelle est ma cible fine. Et donc ça demande tout un travail en termes de marketing qu'on appelle, vous l'avez peut-être déjà fait, vu maintes fois, ou pas d'ailleurs, et si c'est ça, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est ou à me demander une formation sur le sujet. C'est l'avatar client, le buyer persona, le profil du client idéal, c'est tout ce qui vous aidera à comprendre quels sont les gens pour lesquels votre offre est faite. Et donc, un marché, c'est même pas simplement de dire, si vous faites du B2B, c'est pas je m'intéresse aux entreprises, c'est quel type d'entreprise. Est-ce que vous êtes sur la TPE? Est-ce que vous êtes sur la PME? Est-ce que dans le marché de la PME, il n'y a pas une niche plus précise encore, comme par exemple les éditeurs de logiciels, ou comme les banques, ou comme je ne sais quoi. C'est quels est vraiment précisément les gens qui vont être ceux que j'ai la plus grande facilité à aider, soit par l'expérience que j'ai acquise, soit par la façon dont j'ai pensé à l'origine mon modèle économique, mon produit, parce que c'est eux que ça va servir en priorité. Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Qui sont les personnes que je veux aider? Quels sont aussi de ce côté-là, par rapport à ces segments clients, donc on a parlé de besoins, besoins, problématiques. Quels sont les vides aussi laissés par la concurrence? Quelle est la carence sur ce marché? Qu'est-ce qui peut représenter une opportunité pour moi? Où est-ce que je peux justement m'insérer avec mon offre? J'essaie de regarder en même temps si vous avez des questions. Pour l'instant, ça a l'air d'être clair. Ok. Et également de savoir, par rapport au segment client, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions en fait, qui décide, qui intervient. Parce que si vous ciblez les enfants, par exemple, si vous êtes Playmobil ou Lego, il est évident que votre cible de consommateur final, c'est bien effectivement l'enfant. Vous pouvez même lui donner un âge ou une tranche d'âge, mais on est aussi d'accord que c'est pas l'enfant qui va aller acheter ses Lego ou ses Playmobil tout seul, dans la majorité des cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des décisionnaires qui ne sont pas vos clients finaux, et donc il faut intégrer ici, on le verra tout à l'heure, justement ce paramètre pour bien comprendre que vous devez vous adresser à des prescripteurs et à des décideurs de manière tout à fait distincte. Alors revenons ensuite, on va pouvoir refaire les blocs dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire qu'une fois que vous savez qui vous voulez aider de manière très claire, c'est comment. D'accord? Ici c'est qu'est-ce que je fais pour eux. Et ça aussi, c'est vraiment, quand je vous dis qu'est-ce que je fais pour eux, c'est quels bénéfices je leur apporte. Quels sont les bénéfices de mon offre? Les avantages. Ne me demandez pas pourquoi j'écris penché, j'en sais rien. Sans doute que c'est plus facile pour moi et ça me demande moins de vous tourner le dos. Donc comment je les aide? Quels sont les bénéfices et les avantages de mon produit? Alors si vous avez du mal à faire le distinguo entre avantages et bénéfices, un avantage il concerne le produit, il concerne tous les utilisateurs. Le bénéfice, c'est vraiment le bénéfice plutôt émotionnel, plutôt particulier que va retirer la personne qui l'utilise. Par exemple, si je prends l'iPhone, l'avantage c'est que c'est ultra portable, c'est
c'est léger, c'est rapide, c'est performant, ça se connecte partout. Et le bénéfice pour l'utilisateur, le bénéfice client, c'est que, eh bien, si je prends mon cas, ça me permet de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde, puisque en utilisant le cloud, j'ai toutes les informations dans la poche. Ça veut dire que je suis toujours en contact avec mes clients, mes prospects, ça veut dire que je peux communiquer partout dans le monde, et ça, c'est un bénéfice que je retire du produit et de ses avantages. Ok? Ok. Donc, c'est pareil, mon offre, il faut arriver à définir en elle ce qu'elle fait de plus que les autres, ce qu'elle fait par rapport aux concurrents. Et là, vos forces, vous les trouvez souvent soit en termes d'effort, est-ce que vous avez un produit qui donne du résultat avec moins d'efforts? Alors là, bizarrement, on est plutôt dans les moins. Vous allez voir qu'une offre, elle peut vraiment se définir par rapport à ça. Elle peut être moins chère, demander moins d'efforts, moins de temps pour le même résultat, moins d'énergie. Mais elle peut être aussi plus efficace, plus performante, etc., etc. Vous voyez, l'idée, c'est de réussir vraiment à mettre des mots très clairs sur votre offre en termes d'avantages pour le client et de bénéfices qu'il va en retirer. Donc, clairement, parce que les gens ils feront toujours le choix qui est le plus rentable pour eux. Et quand je dis le plus rentable, on n'est pas uniquement sur une notion économique, on est aussi sur une question de temps, d'énergie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un client sera porté par la solution qui le convainc sur le fait que grâce à elle, grâce à votre offre, eh bien ce sera plus facile pour lui, ça lui demandera moins d'efforts, moins de temps, moins d'énergie. Alors, vous ne cumulerez pas tous ces avantages, j'en conviens, mais justement, essayez de voir par rapport à vos concurrents quelle est la force majeure de votre offre et du coup comment vous pouvez mettre ça en avant dans votre communication. Vous êtes toujours avec moi, c'est cool. Ok, sachant, alors là on va vraiment rentrer cette fois je vous fais juste un petit parallèle avec la psychologie, psychologie comportementale, psychologie d'achat. Les gens sont naturellement attirés, alors je vais pas redire deux fois la même phrase, hein, même si elle commence pareil. En fait, tout le monde cherche à élever son statut. Quand je dis son statut, c'est pas seulement son statut social, même si ça en fait partie, mais les choses qui génèrent le plus de ventes sont celles qui vous rendent plus fort, plus beau, plus performant, plus rapide, plus riche, plus grand, plus séduisant, plus ceci, plus cela. Vous voyez, quand je parle d'augmentation de statut, c'est ça. C'est tout ce qui peut donner à la personne le sentiment de grandir dans sa dimension personnelle, de prendre plus de pouvoir, plus de hauteur peut-être. C'est vraiment une notion hyper importante à intégrer parce que c'est comme ça que fonctionne la psychologie humaine. Donc, pensez à ça quand vous rédigez vraiment vos offres. Quelle est l'augmentation de statut que propose votre produit, votre service, votre offre, de façon à faire connecter sur le plan émotionnel votre prospect idéal avec ce grandissement de statut. Je vais le dire comme ça. C'est peut-être pas très français, mais je suis sûr que vous m'avez compris. Une fois que vous avez votre offre, derrière, vous allez définir, bien sûr, comment vous l'organisez, comment vous allez communiquer dessus, comment vous allez la livrer à vos clients, comment vous allez la mesurer. Et donc, on va commencer à mettre tout ça en place. Donc, pour délivrer votre offre à vos clients, vous avez un certain nombre de choses à faire. Ça peut être tout simplement la production, si vous êtes sur du produit physique ou même sur du produit digital. Il y a toujours un moment où il y a des choses à produire, que ce soit du contenu, que ce soit oui, des supports, que ce soit tourner des formations. Et quand c'est sur du produit physique, bien à un moment donné, il faut bien le construire, il faut bien l'élaborer, il faut bien le penser. Donc là, dans les activités, il y a la production, il peut y avoir la stratégie. D'accord, c'est toutes les activités clés de votre entreprise. Mais donc, il y a aussi, bien évidemment, les finances, le marketing, la vente,
La communication. Et ça, je pense que vous avez remarqué depuis longtemps que quand on est entrepreneur, on a toutes les casquettes à la fois. Et c'est là toute la difficulté, c'est que pour la plupart, on a eu une vie de salarié avant et quand on a entrepris, on a repris un peu le même métier que lorsqu'on était salarié. Et le truc, j'ai fait une publication là-dessus d'ailleurs, c'est que, parce qu'il y a un livre qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'est que la plupart du temps, on est des super techniciens dans nos vies. Et quand on est super technicien dans une entreprise dans laquelle on était salarié, on fait souvent l'erreur de repartir avec le même métier. Le problème, c'est qu'on n'a plus seulement cette dimension technique à assurer. Par exemple, j'étais responsable de com. Non, je vais prendre mon exemple, ce sera plus simple. J'étais responsable formation dans une grosse boîte. Qu'est-ce que je fais? Je me lance et je crée mon entreprise de formation. Ok, je suis peut-être un super formateur, un super manager de formateurs, sauf que ça ne suffit plus quand on est entrepreneur et on doit accumuler toutes les autres casquettes, du stratège, du marketeur, du commercial, du financier, celui qui tient la compta, celui qui fait la stratégie, celui qui fait les rendez-vous ventes, celui qui doit communiquer. Et donc d'un coup, il faut prendre vraiment l'étoffe de l'entrepreneur. Et donc le fait de lister les activités clés permet aussi de prendre conscience de ça et de pouvoir aller chercher de l'autre côté les partenaires qui peuvent être clés dans ces dimensions, dans ces activités, et peut-être les déléguer, les confier à des gens qui sont plus efficaces que moi. Parce que ça permet de mettre vraiment en exergue mes talents, mes pures zones de compétences, mais aussi mes zones de fragilité, celles sur lesquelles je ne suis pas excellent et que je ferais mieux de déléguer ou de développer en tant que compétence par de la formation. Alors je vois qu'il y en a qui sont d'accord sur le côté de super technicien, mais c'est vrai qu'on a tous commencé par là et après le tout c'est d'arriver nous aussi à grandir dans notre statut d'entrepreneur pour arriver progressivement à prendre ces casquettes-là. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur et malheureusement on l'apprend souvent à nos dépens. Donc une fois que j'ai listé toutes ces activités, je peux me poser mes questions ensuite sur de quoi j'ai besoin, pour le faire. D'ailleurs, non, c'est un peu une erreur de le mettre comme ça. Je vais enlever le côté Matrix là, parce que ici, c'est les ressources dont j'ai besoin. Les métriques, je les mettrai en fait là et là. C'est plus cohérent et d'ailleurs c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc là c'est quelles sont les ressources clés dont j'ai besoin. Eh bien typiquement si je suis photographe, je sais qu'il y en a ici, photographe, vidéaste, de quoi j'ai besoin pour fonctionner? Eh bien j'ai besoin d'un appareil photo, un appareil numérique, j'ai besoin de tous les objectifs qui vont avec, je vais avoir besoin d'un ordinateur, mais pas un PC, on est d'accord, hein, un Mac, pour pouvoir traiter mes photos ou faire mon montage. Je vais avoir besoin de... bref, je vais lister un peu tout ce qui m'est utile, la licence Photoshop, la licence éventuelle de Lightroom, etc., etc. Tout ce que je dois utiliser et qui va avoir un coût derrière pour pouvoir fonctionner de manière normale. Ok, donc quelles sont les ressources dont j'ai besoin dans une activité comme la mienne? Alors, si vous êtes freelance, alors ici il y a des community managers, il y a des gens qui sont web marketeurs, donc beaucoup fonctionnent avec un ordinateur et très peu de ressources matérielles, mais vous avez aussi des ressources financières qui sont importantes pour fonctionner. Là, je vous parle de ressources matérielles, mais elles peuvent être financières, elles peuvent être humaines, vous avez besoin parfois de collaborateurs pour fonctionner, ou ça peut être des partenaires en freelance. Vous avez besoin parfois de ressources, alors matériel je l'ai pas remis, je le mets là. Matériel, technique, c'est un peu la même chose. Vous avez besoin de ressources immatérielles, un bureau, un bureau, des locaux, un studio photo, comme on le disait par rapport à l'activité de photographe ou de vidéaste. Il y a des moments où effectivement on a besoin de réfléchir si ces ressources sont suffisantes tout simplement. Donc le fait de les lister, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe quand je déplace un élément, qu'est-ce qui se passe si
je rajoute ici si je décide de m'enrichir d'une ressource supplémentaire. Par exemple, je n'avais pas de studio, je décide de prendre un studio. Donc, je vais avoir un impact direct sur le coût de ma structure et donc sur la rentabilité potentielle de mon business model. Mais ça peut être à l'inverse. Tiens, je m'aperçois finalement que la plupart du temps, je fais des shootings à l'extérieur. Est-ce que j'ai besoin de ce studio? Est-ce que c'est pas moins coûteux de le louer? Et boum, je fais la simulation en enlevant ce paramètre-là, en passant de la location régulière à la location permanente, de voir quels peuvent être les impacts. Pareil pour le matériel. Du matériel, ça se loue. Est-ce que j'ai plus d'intérêt à le louer qu'à l'acheter, etc. Donc, vous pouvez faire toutes les simulations. En tout cas, là, c'est justement à ça que sert ce business model. C'est vraiment à se poser des questions fondamentales sur quelle est la façon de pérenniser et d'augmenter la rentabilité de mon activité commerciale. Les formations, on les mettrait dans cette case. Alors du coup, Annie, je ne sais pas quand est intervenue cette question. La formation, si on est formateur, c'est là. Si on est infopreneur, si on entreprend en ligne, c'est bien sûr dans les activités. Mais si on vend de la formation, si on vend de la formation en prestat présentiel, si on vend de la formation en ligne, ça peut également se trouver, enfin, ça sera l'offre en fait. Ça sera l'offre. Et du coup, l'activité, c'est plus le fait de créer les modules, donc le moment où vous faites de l'ingénierie pédagogique, donc où vous allez sourcer l'information, le moment où vous allez tourner vos vidéos éventuelles, le moment où vous allez communiquer pour faire savoir votre offre, le moment où vous construisez l'offre. Donc, ça dépend vraiment de quel point de vue on se place. Si on se place du mien, donc je ne suis pas dans un seul, enfin moi c'est plutôt de l'accompagnement, c'est du coaching que je propose. Donc ici va se trouver mon offre, la méthode et le programme que j'ai créé qui s'appelle Vertigo, qui se retrouve là avec tous les bénéfices que j'apporte à mes clients. Et dans les activités, eh bien c'est le sourcing, la construction de cette méthode, le fait de tourner les modules, le fait de réaliser des séquences avec des thématiques précises, c'est la formation, mais la formation pour moi, c'est-à-dire comment je me forme, c'était peut-être dans ce sens la question d'ailleurs d'Annie, j'ai besoin de me former pour moi aussi me maintenir au niveau et en apporter toujours plus à mes clients. Donc oui, dans ce cas, ça fait partie, quand on est sur la formation personnelle, une formation continue, on est dans un processus d'amélioration continue aussi pour soi, on le met dans les activités parce qu'il faut bien le lister effectivement. Ça vous sert également à établir, à projeter le temps, comment vous allez consommer le temps, à quel moment vous vous réservez justement la production, le temps que vous consacrez au commercial, le temps que vous réservez à votre administratif, le temps que vous réservez à votre formation personnelle, à la lecture, etc. Tout ça en fait évidemment partie. L'acquisition de nouvelles compétences. Oui, ben voilà, c'est ça. Donc du coup, Shaba, je pense avoir répondu à la question. On est bien ici, ça fait partie des activités par lesquelles vous devez passer pour maintenir votre offre au top niveau. Ensuite, la vraie question à se poser ici par rapport à la relation client, c'est tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est lié au lien, au fait de créer une communauté de fans ou communiquer. Est-ce que c'est plutôt, voilà, quels sont mes canaux de communication? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est, je vais privilégier une campagne d'affichage en 4x3? Est-ce que ça va être de l'emailing? Est-ce que ça sera du porte-à-porte? Est-ce que je vais plutôt trouver mes clients dans les réseaux d'affaires? Club business, type Dinabuy, BNI, etc. Là, c'est vraiment toutes les questions qui gravitent sur comment je connecte avec mes clients, quelle est la relation que je peux développer avec eux, et du coup, qu'est-ce que j'ai pas expérimenté. Mais pour l'instant, je détaille un peu, et derrière, je vais vous poser des questions qui remettent un peu en cause ce que vous faites pour pouvoir aller chercher un petit peu de sang frais à injecter dans votre business. Ok, donc ça, c'est vraiment autour de ces notions-là, où est-ce que je les trouve, comment je les engage, comment je les nourris, comment je les
fidélise. Je suis désolé, c'est sûrement pas très lisible. Ça m'aide à, à avoir un support qui me rappelle ce que je vous ai dit, comment je les fidélise, comment je crée du lien, comment je fais en sorte aussi derrière d'en vendre davantage à mes clients. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés sur une offre, ok, je les ai satisfaits et si j'ai des clients satisfaits, bah, probablement que c'est les mieux placés pour m'acheter quelque chose de plus. Et du coup, comment je peux faire en sorte de les envoyer vers une nouvelle offre tout en apportant plus de valeur, quelque chose qui se complète bien avec ce qu'il a eu la première fois auprès de moi. Donc si nous prenons des formations pour nous instruire, nous inscrivons dans la case activité et non ressources non matérielles. Oui, exactement. Oui, exactement. Annie, et de toute façon, c'est pas je considère pas ça comme du matériel. Ensuite, comment vous livrez vos clients? Comment vous faites en sorte pour que vos produits ou services, joliment packagés dans une offre, puissent se trouver entre les mains de vos clients, puissent se mettre sous son nez, puissent être utilisés, être testés, être appréciés par vos clients. Et du coup, là aussi, il y a la question du où je vends. Je vends, ou je distribue, ou je livre. Par exemple, une des questions pour mon offre, ça a été comment je peux mener des coachings individuels et des coachings de groupe. Pourquoi? Parce que c'est pas le même mode de livraison. Quand je suis en one-to-one, il se passe pas la même chose que quand je suis sur du coaching collectif. Donc, on est vraiment ici sur la question de la livraison. C'est comment mon offre se retrouve à satisfaire mon client, de quelle manière je fais évoluer ce service-là, de quelle manière je le rends encore plus performant, plus utile, plus beau pour mon client. Et donc, tout ça dans un but de faciliter aussi l'achat, d'être accessible. C'est le mot que je voudrais faire ressortir. Accessible, pas forcément en termes de prix. Vous pouvez avoir un produit très haut de gamme qui soit accessible. Si je prends l'exemple de, je sais pas, Mercedes par exemple. Mercedes a des voitures plutôt haut de gamme, donc qui s'attaquent à un segment de marché plutôt de personnes qui ont les moyens de rouler en Mercedes. Donc on peut remettre en cause l'accessibilité en termes de prix parce que ce ne sont pas des voitures destinées à monsieur et madame tout le monde. Encore qu'ils sont présents sur toutes les gammes, mais vous comprenez ce que je veux dire. En revanche, ils ont joué sur leur accessibilité en ayant un réseau de concessionnaires proches, géographiquement vraiment bien présents partout. Du coup, on joue vraiment sur cette accessibilité. Avec plaisir. Ok, donc là, on est vraiment sur ces questions-là. Comment je fais aussi pour... Vous voyez, cette notion de vente additionnelle, je la rajoute là parce qu'elle a son sens à cet endroit-là. Comment je fais en sorte pour que, quand je livre mon client, ou quand je le satisfais, il puisse y avoir autre chose qui se mette en place. Il puisse y avoir une autre offre qui prenne le relais. Alors, on a des exemples typiques comme ça. Hein, si vous allez dans n'importe quel fast-food, on vous propose toujours pour 1 € de plus le menu XL ou une frite ou un dessert ou une boisson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que comment on fait pour compléter le besoin du client et sa commande en apportant un peu plus de service, en allant plus loin dans ce qu'on peut lui offrir. Et là, on peut même réfléchir aussi en termes de facilité de paiement, offre d'essai, échantillon, etc., etc. Ça va, c'est clair tout ça? Hello Marion, ça doit te rappeler des souvenirs tout ça? Partenaires, qui sont mes partenaires clés? C'est-à-dire là, en gros, qui je peux engager avec moi dans cette démarche? Qui peut me soutenir dans mes ventes, dans mon marketing, dans n'importe quoi en fait? Parce que dans toutes les activités, je peux avoir des partenaires. Donc soit je trouve des partenaires qui sont en lien avec toutes mes activités, de façon à les sous-traiter, à les déléguer,
pour aller chercher des gens qui font ce job mieux que moi, soit tout simplement, je raisonne en termes de partenariats commerciaux. Et là, on peut aller en chercher dans tout un tas d'activités. Tiens, je vais prendre l'exemple de Micheline. Je ne sais pas si elle est là et si elle nous regarde. Je prendrai aussi l'exemple de Marion parce que je l'ai en tête. Micheline fait des soins énergétiques, tout comme Marion d'ailleurs, d'une manière où chacun a son propre savoir-faire, sa propre proposition de valeur, son propre talent. Et donc, dans les partenaires, Micheline est allée démarcher des conciergeries dans des beaux immeubles, dans des beaux ensembles sur Paris, là où elle a une clientèle aisée et là où les gens sont à même de dépenser pour leur bien-être et pour accéder à ce type de service en bien-être. Donc, typiquement, voilà un exemple de partenaire. Marion, qui est également dans la même branche, on va dire, elle a décidé d'avoir comme partenaire des personnes qui proposent, je crois que c'était des huiles essentielles et des savons naturels. Donc, toutes des choses qui sont encore dans son univers du mieux-être. Et qu'elle proposait à ses clients, donc avec un système d'échange donnant-donnant dans ce partenariat. Et donc, ça peut être une des réflexions. Quand on est business coach, on peut avoir des partenaires chez un expert comptable, chez un banquier. On peut avoir des partenaires auprès de la chambre de commerce et d'industrie de son département, de la chambre des métiers. On peut avoir des partenaires auprès des incubateurs de sa ville, de sa région. Donc des gens qui vont vous permettre, en fait, pour être plus clair dans les idées que j'évoque, il faut que ces partenaires ils soient vraiment en cohérence avec le segment client. C'est-à-dire que vos partenaires doivent partager avec vous une partie de cette cible. C'est-à-dire que pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir mettre en place un partenariat, pour qu'il y ait des liens cohérents qui existent, il faut évidemment que cette clientèle, elle puisse être commune. Soit on travaille sur une clientèle commune parce qu'on est des partenaires commerciaux, soit on est simplement dans une relation de sous-traitance et de délégation, et auquel cas, cette histoire de similarité de clients n'a pas lieu d'être forcément. Mais en tout cas, si vous cherchez des partenaires commerciaux, si je vais moi démarcher les incubateurs, etc., il faut que je dise clairement dans ma cible, dans votre cible incubateur, voici les personnes qui m'intéressent et celles que j'ai la faculté d'aider parce que mon savoir-faire est face à cette clientèle-là. Ok ? Et là, il faut être hyper clair, hyper spécifique. Donc là, on est vraiment sur cette fois, c'est qui peut m'aider à me développer. C'est pas qui j'aide, c'est qui peut m'aider, qui peut m'accompagner. Me financer. Parce que dans les partenaires, vous pouvez avoir aussi des sponsors, des banquiers, des gens qui font la communication pour vous. Ok, donc là, on est vraiment dans ce mode de réflexion. Ok, pas de questions, je continue. Donc là, c'est ça. Et vous pouvez vous poser la question par rapport à chacune de ces rubriques, c'est-à-dire dans les partenaires, qui peut m'aider à communiquer pour mes clients. Ouais, je vais faire appel à un community manager qui va gérer ma com sur les réseaux sociaux parce qu'il y aura un meilleur savoir-faire que moi. Qui peut m'aider à packager ça, quel marketeur peut m'aider à créer une offre irrésistible et je le mettrai donc dans mes partenaires. Qui peut me livrer mon matériel, me le vendre, me le louer, qui peut l'assurer, donc là il peut y avoir les assureurs. Vous voyez cette idée? Qui dans le mode de livraison, de distribution peut m'aider? Est-ce que voilà, une marketplace fait partie des partenaires? Oui, dans certains cas, on est exactement en face de ça. Qui peut m'aider à réduire mes coûts? On n'est pas encore là, mais ça peut être la même chose. Donc, comment je fais appel à des groupements d'achat, des centrales d'achat, pour faire en sorte de baisser le coût de mes ressources ou dans ma facturation, etc. Ok ?
Donc ensuite, les coûts, c'est tous les coûts supportés par la structure. Hein. Donc bien évidemment, toutes les ressources que vous utilisez ont un coût. Donc tous vos achats, charges, ouf. Bref, c'est très mal écrit, mais je pense que vous aurez entendu et compris. Les coûts, donc les achats, les charges, qu'est-ce qui rentre, enfin qu'est-ce qui sort plutôt du portefeuille de la boîte, qu'est-ce que je dois sortir avant de faire rentrer de l'argent ou après, peu importe comment ça fonctionne chez vous, mais à un moment donné, c'est vous prenez les entrées de votre compte bancaire, vous les mettez là, vous prenez les sorties, vous les rangez là. Et ça, vous devez les suivre avec un plan de trésorerie, de façon à toujours savoir où vous allez atterrir et pour pouvoir maîtriser votre balance. Savoir effectivement si vous êtes dans une activité rentable ou non et comment faire pour améliorer ça. Si votre entreprise supporte trop de coûts par rapport aux revenus qu'elle encaisse, où est-ce que je peux jouer? Quels sont les partenaires qui me coûtent le plus cher? Quelles sont les activités qui peut-être ne sont pas productives et rentables pour moi? C'est-à-dire que quand je passe, est-ce que quand je passe, ça va vous parler ça, je suis sur 2 heures sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un réel retour sur investissement? Est-ce que ça vaut le coup que j'assume cette charge de travail ou je suis plus efficace à mettre ces 2 heures au service de mes clients ici parce qu'il y a un impact direct là et que je suis de toute façon dans mon métier lorsque je le fais. Ok, donc remettez toujours ça en cause. Dans mes coûts, est-ce que dans la façon dont j'ai construit mon offre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'apporte pas une grande valeur ajoutée dans mon business que je pourrais enlever, qui satisferait toujours autant mes clients, mais qui augmenterait mon niveau de rentabilité. Donc dans les coûts, vous avez bien évidemment aussi tous les coûts de fonctionnement, les logiciels que vous utilisez, tout ça c'est de l'immobilisation de ressources financières et donc posez-vous toujours la question de comment vous pouvez optimiser ça. Et c'est pas une question de jouer les grappe-sous, les radins, c'est juste raisonner en termes de chef d'entreprise. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai aussi d'autres missions dans des entreprises qui génèrent beaucoup d'argent. Et on est toujours sur ce niveau de réflexion. Comment je peux faire en sorte de générer moins de dépenses parce que ça a un impact direct sur ma balance commerciale, sur mes revenus. Donc, c'est pas une question de taille d'entreprise, c'est pas une question d'aisance financière, c'est juste une question de raisonner justement sainement pour toujours remettre en cause ses choix, prendre les meilleures décisions, celles qui seront le plus rentables sur le plan économique, sans jamais sacrifier le niveau de votre satisfaction client et de la valeur que vous mettez dans l'offre. Et je pense que c'est ça la question primordiale. Les revenus, je vous en ai pas parlé. Je regardais s'il y avait des questions. C'est bien, vous êtes toujours là, vous êtes studieux. Donc ici, en termes de revenus, c'est tout ce qui entre. Et ce qui entre peut entrer de manière directe, c'est-à-dire que ça peut être vos ventes, la vente de vos produits ou services. Ça peut être de l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de vendre des choses, comment vous l'expliquer? Enfin, je pense que vous connaissez, mais si vous vendez les produits ou services des autres ou que vous êtes partenaire d'éditeurs logiciels ou je ne sais quoi, vous pouvez avoir des revenus qui vous reviennent quand vous faites leur promotion. Qu'est-ce que je peux évoquer d'autre en termes de revenus? Vous pouvez avoir des revenus passifs, vous pouvez avoir des revenus même qui sont liés à vos actifs, si vous avez des placements, si vous avez de l'immobilier, si vous avez de l'immobilier professionnel. Donc tout ça, vous pouvez le mettre là. Tout ce qui entre dans le compte de l'entreprise fait partie donc des revenus. Et derrière, bien sûr, là la réflexion, c'est comment je fais pour augmenter ce niveau de revenu, comment je fais pour le multiplier. Alors il y a plusieurs leviers pour augmenter ses revenus et son chiffre d'affaires. Hein. Il y a, je vais vous le mettre à part. Vous pouvez vous poser la question sur 4 axes au moins. Il y a les prix. Si j'augmente mes prix, j'augmente mon chiffre d'affaires, tant que je génère le même niveau de client. Il y a le fait de délivrer plus en même temps.
Si vous avez plus de clients sur le même espace-temps, par exemple, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je fais du coaching collectif, mon heure, du coaching de groupe, mon heure est forcément mieux rentabilisée qu'une heure de coaching one-to-one. Pourquoi? Parce que cette heure, je l'ai vendue au même prix, même si elle n'est pas au même prix que mon one-to-one, mais elle est vendue au même prix que mais 5 fois si j'ai 5 personnes devant moi que si j'en avais qu'une seule. Donc, quand on fait de la formation, quand on fait du coaching, quand on a un business qui permet d'avoir plus de clients simultanément sur un même espace-temps pour la même livraison, et ça ne marche pas que dans mon cas. Vous êtes prof de yoga, vous faites des cours collectifs, vous êtes Micheline ou Marion, vous faites des soins, et bien si vous arrivez à mettre 2 personnes dans la même salle sur la même heure de travail et que vous arrivez à optimiser le temps parce que par exemple, je sais pas, vous appliquez des huiles essentielles et il y a un temps de pause et pendant que le temps de pause s'applique sur cette personne, vous passez sur le massage de l'autre, et bien ce temps il est optimisé et forcément vous augmentez la rentabilité de votre heure de production. Troisième levier, c'est l'automatisation. Vous automatisez des tâches dans votre business, vous faites en sorte d'avoir du temps qui s'économise et on peut tout automatiser aujourd'hui. On peut automatiser sa compta, on peut automatiser sa prospection, on peut automatiser ses ventes et du coup, bien, tout ce temps que vous n'avez pas à dépenser ici, hein, ressources temps, tout ce temps que vous économisez, c'est du temps que vous pouvez revendre pour des clients. Donc forcément, c'est de l'argent qui rentre. Les prix, l'automatisation, livrer plus. Et après, c'est tout ce qui est lié à la délégation, au partenariat. C'est le fait que quand vous recrutez une équipe, vous pouvez avoir des gens qui font la vente pour vous et qui vous donnent plus d'inertie dans l'activité commerciale de votre entreprise. C'est le fait quand vous rejoignez des clubs d'affaires type BNI Dinabai, comme je disais tout à l'heure, bien vous avez dans un groupe 25 personnes, et bien ça fait 25 personnes qui vont pitcher votre offre à leur carnet d'adresses, et ça c'est des efforts que vous n'avez pas à fournir vous, même si en échange vous le faites pour eux, mais vous comprenez la mécanique. Et donc tout ça entre aussi dans les effets de levier de ce qui peut augmenter votre niveau de chiffre d'affaires. Donc voilà les 9 réflexions. Là on les a toutes balayées. Je regarde l'heure vite fait. Et donc après c'est vraiment comment je remets en cause chacun de mes choix par rapport à ça. Comment je fais aujourd'hui peut-être pour aller toucher un autre segment client. Peut-être que ça suppose de faire évoluer mon offre, de regarder, tiens, en changeant un paramètre de mon système, de ma proposition de valeur, il y a une nouvelle clientèle que je peux toucher. Ou peut-être que j'ai une clientèle qui a du mal à me payer. Okay, je sens que je la satisfais, je sens que le produit fonctionne, qu'il est bon, je sens que la communication va bien. Mais en revanche, j'ai un problème avec ces clients qui ne payent pas. Comment je fais pour faire évoluer en gamme mon segment client pour faire en sorte de toucher des gens qui vont être tout aussi séduits par mon offre, mais qui vont être plus facilement en mesure de me payer, de me rémunérer à ma juste valeur et donc d'améliorer cette balance. Dans ma relation client, qu'est-ce que je peux remettre en question? Donc ça, si j'ouvre ces réflexions-là, c'est justement parce que on a le temps de réfléchir en ce moment, peut-être un peu trop malheureusement, mais c'est comme ça. Donc prenons notre mal en patience et profitons de ça pour avancer d'une autre manière. Qu'est-ce que je peux remettre en question dans mes relations clients? Est-ce que je peux revoir le parcours client de la manière dont mon client connecte une première fois avec moi quand il me voit sur les réseaux sociaux, quelle image il peut se faire jusqu'au moment où le produit est livré et où l'on se quitte? Est-ce que je peux prolonger cette relation? Est-ce que je peux faire en sorte de rester présent à son esprit tout le temps? Si oui, de quelle manière? Comment je vais améliorer ça? Est-ce que c'est par un envoi d'email régulier? Est-ce que c'est parce que je vais lui souhaiter son anniversaire? Je vais lui envoyer une carte? Je vais mener ces réflexions pour voir comment aujourd'hui vous pouvez être plus près encore de vos clients, plus dans leur cœur, mieux les nourrir, mieux les engager, mieux créer une communauté de fans finalement, et trouver
Les bons mots, c'est aussi ça, c'est rechercher à quels mots ils sont les plus sensibles, sur quelles valeurs ils se sentent plus proches de vous et comment vous pouvez utiliser ça pour que vous soyez comme ça avec eux et que vous ayez vraiment des gens qui vous kiffent et qui ont envie de passer plus de temps avec vous et envie de vous acheter encore. Quel que soit le produit que vous allez sortir, ils vont vous l'acheter parce qu'ils sont tellement fans que ça va revenir à chaque fois. Et vous allez en faire, plus que des clients, vous allez en faire des ambassadeurs de marque. Et les clients peuvent dans ce cas être des partenaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des partenaires d'affaires, ça peut être eux, les affiliés. Et du coup, ils peuvent distribuer vos produits ou services. Ils peuvent être d'excellents parrains, vous amener des clients et dans ce cas, à vous de voir si vous mettez en place un partenariat, un système de parrainage qui vous coûte. Par exemple, vous donnez 10% de commission à vos clients lorsqu'ils sont partenaires et qu'ils vous envoient d'autres clients. Donc, ça rentre dans les coûts, ok, mais les 10% là, est-ce qu'ils vous coûtent pas moins cher que la communication que vous devez faire pour pouvoir avoir des clients? Combien coûte votre acquisition client? Ça ramène la question tout à l'heure pour ça d'avoir en place des metrics, c'est-à-dire des indicateurs de mesure. Ah ouais, on appelle ça aussi des KPIs. Ça va peut-être plus vous parler comme ça. Indicateurs clés de performance, d'accord, en français. Donc, quels sont les indicateurs clés de performance de mon entreprise que je dois mettre sous contrôle, sous mes yeux, au quotidien? On n'aime pas les chiffres, c'est clair, et on est nombreux comme ça. Mais il faut le faire. Et si ce n'est pas vous qui le faites, vous pouvez trouver un partenaire qui met vos indicateurs clés de performance sous contrôle et qui vous fait un feedback régulier, qui vous dit attention, là tu t'écartes, tu génères trop de coûts, attention, là tu génères pas assez de candidatures, tu n'as pas assez de leads, tu n'as pas assez de prospects, de clients, tu n'as pas assez de matières premières pour continuer à produire, etc., etc. Donc, et tout ce qui se mesure s'améliore. Si vous ne mesurez rien, vous ne pourrez jamais rien améliorer. Et c'est souvent un des torts qu'on peut avoir parce que quand on démarre, eh bien, on n'est pas forcément le super entrepreneur, on est le super technicien. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui fait qu'on peut être très mauvais là et du coup ne pas voir quand on n'est pas rentable et on se prend le mur. Donc, il faut se remettre en question et on n'est pas obligé d'avoir cette charge sur les épaules et de tout supporter, d'avoir la casquette du Wonder Woman, de la Wonder Woman et du Superman. On peut être très bien entouré par d'excellents partenaires qui vont vous aider à le faire. Donc, on était sur la remise en question de la relation client, du mode de livraison. Tiens, comment je fais pour que mon produit arrive plus vite chez mes clients? Comment je peux faire pour qu'ils l'accompagnent plus longtemps? Comment je peux faire pour qu'ils satisfassent encore mieux? Comment je peux faire pour qu'il lui demande moins d'efforts, qu'il lui demande moins de temps, qu'il soit encore plus performant? Comment je peux faire pour qu'il le trouve plus facilement? Comment je peux mieux organiser l'information pour lui? Comment je peux faire en sorte pour qu'il comprenne mieux comment se servir? Comment je peux mieux le former à l'utilisation de mes produits ou mieux comprendre la valeur ajoutée que ça apporte ou mieux en parler autour de lui? Voilà, je peux réfléchir à tout ça et remettre en cause aussi dans mon système de communication, de distribution et de livraison ce que je fais. Dans mes activités, quelles sont les activités qui sont aujourd'hui pas indispensables? Là où je passe du temps et là où je ne suis pas dans un ratio, il y en a partout là. Là où je ne suis pas dans un ratio, est-ce que vous allez voir si j'écris là? Oui, c'est encore dans le cadre. 20, 80, d'accord? Ayez toujours ce chiffre, cette loi de Pareto en tête, c'est 20% d'efforts, 80% de résultats. Si vous êtes dans une logique inverse, il y a un truc qui ne fonctionne pas, il faut arrêter. Si c'est 80% d'efforts pour 20% de résultats, dans cette activité par exemple, c'est pas bon, on l'arrête. Si j'ai besoin d'engager 80% de mes dépenses pour avoir 20% de mon chiffre d'affaires, c'est évidemment pas bon. Mais dit comme ça, là, je sais que c'est évident. Ok? En tout cas, voilà, c'est remettre en cause les activités, regarder comment vous passez aujourd'hui une semaine type dans votre business pour regarder ce qui est peut-être pas indispensable, ce que vous pouvez remettre en cause, ce que vous pouvez alléger, ce que vous pouvez confier, déléguer pour pouvoir faire mieux. Et je sais que embaucher quelqu'un ou payer un prestataire pour faire quelque chose d'autre, comme payer un comptable ou une assistante administrative, payer un community manager, ça peut faire peur, ça peut arracher un peu les tripes, ça peut avoir quelque chose de très émotionnel. Sauf que
très souvent, c'est la meilleure façon d'augmenter la valeur de votre entreprise. Et j'ai souvent cette discussion avec ma femme. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est photographe, spécialisée femmes enceintes et nouveau-nés. Et je la pousse de plus en plus à ne faire que son métier de photographe, être avec ses clients, dans la prise de vue, parce que c'est ça qu'ils attendent d'elle. Et sa valeur ajoutée, maintenant qu'elle a trouvé son style, mis sa patte, et vraiment réussi à montrer quelle touche elle pouvait donner de manière très personnelle à ses photos, et qu'elle a son process de traitement photo, de retouche, elle peut très bien le déléguer aujourd'hui parce que le temps qu'elle passe derrière son ordinateur à faire un métier de graphiste, certes excellent graphiste, mais tant qu'elle fait ça, elle n'est pas en livraison avec ses clients. Donc je lui dis, réfléchis comment tu peux confier cette partie-là pour être plus avec tes clients, parce que si tu te libères 3 heures par jour ou 2 heures par jour de post-traitement, c'est une séance que tu vends en plus chaque jour. Donc tu vas dépenser ici pour effectivement confier ton post-traitement à quelqu'un, mais ici tu valoriseras mieux tes heures parce que tu vends mieux cette partie-là plus cher que ce que te coûte la prestation d'une retoucheuse. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez dépasser vos peurs, vous dire ok, ça me gave, je ne suis pas excellent, j'ai pas d'énergie pour le faire, je suis pas inspiré quand je fais ma compta, mon administratif, payez quelqu'un pour le faire et prenez du plaisir à être ailleurs, là où vous avez une réelle valeur ajoutée à apporter à vos clients. Et du coup, vous allez voir que non seulement ça vous libère du stress, ça vous libère un tout petit peu du portefeuille, ok, mais je suis sûr que à terme, quand vous aurez compris vraiment la valeur que vous pouvez en retirer, vous allez augmenter votre niveau de revenu. Ça, j'en suis convaincu. Et chaque fois que je le dis à mes clients, chaque fois qu'ils passent à l'action là-dessus, c'est ce qui se passe. Donc, remettez en question également vos activités. Remettez en question vos ressources. Est-ce que j'ai besoin de tout ça pour exister? Est-ce qu'il n'y a pas… Je l'ai fait encore moi il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des dépenses qui dégageaient chaque mois sur des logiciels que je n'utilisais pas ou pas suffisamment, pas assez longtemps ou que ce n'était pas suffisamment significatif, impactant dans mon activité. Ça ne me générait pas plus de clients. Ça ne me génère pas plus de clients? Ça ne me génère pas plus de ressources financières? Ça part. Ok? Parce qu'à un moment donné, si moi ça me prend du temps, si ça me prend de l'argent et qu'à côté il n'y a pas 80% de retour, c'est que ce n'est pas indispensable. Si ce n'est pas indispensable, je l'enlève. Donc, qu'est-ce qui, dans mes ressources, peut être remis en cause, sacrifié, retravaillé, optimisé de façon à toujours raisonner en termes de chiffre d'affaires qui optimise ses coûts et ses revenus. Qui sont les partenaires avec lesquels je passe du temps et qui ne m'apportent pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai passé plusieurs années, quand j'étais salarié, à développer des relations partenariales avec des experts comptables. En fait, je dirigeais une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et on allait voir les experts comptables pour en faire des partenaires puisqu'ils ont des clients qui étaient directement dans la cible et donc on avait une vraie complémentarité de compétences. Puisqu'ils ont la même cible, on peut s'échanger des services et faire en sorte qu'on leur apporte des clients et ils nous en apportent. On passe du temps, on passe des heures en rendez-vous à expliquer ce qu'on peut faire ensemble. On a un process pour mener ce rendez-vous, etc. On nourrit la relation, on y passe régulièrement, on relance, etc. De l'énergie, 80% d'énergie, 20% de résultat. J'arrête. D'accord? Si cette démarche-là ne m'apporte pas de résultat, c'est peut-être parce que je suis mauvais dans cette démarche, et ça arrive, mais dans ce cas, soit je trouve quelqu'un pour le faire mieux que moi, soit j'arrête ça et je me concentre sur autre chose. Donc regardez dans vos partenaires si dans la relation il y a quelque chose qui est déséquilibré, remettez en cause. Qu'est-ce que j'ai pas remis en cause avec vous? Votre offre bien évidemment, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'il y en a assez? L'erreur de beaucoup de personnes aussi dans un souci bienveillant, de vouloir bien faire, d'en faire toujours plus pour nos clients, on cherche à en mettre un maximum. Mais parfois on en met trop et notre client ne voit pas la valeur. Et si vous mettez trop de choses et que lui ne voit plus la différence, eh bien vous êtes là aussi en train finalement de gaspiller des ressources, que ce soit en temps, en effort, en énergie, qui ne vont pas avoir un juste retour sur investissement. Donc vérifiez cet équilibre. Est-ce que votre offre est bien construite? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Et sondez vos clients. S'il y a bien un truc que je répète sans arrêt, c'est que
toutes les réponses que vous attendez de votre offre, de ce que veulent vraiment vos clients, de comment ils apprécient la relation, de ce qu'ils voudraient vous acheter de plus, etc. C'est eux qui peuvent vous le dire. Donc, plus vous allez renforcer le lien avec vos clients, plus vous allez communiquer avec eux, les questionner, plus vous allez savoir comment apporter les réponses à vos problématiques. La réponse, c'est toujours le client qui l'a pour vous. Comment vous pouvez remettre en cause vos revenus? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Est-ce que mes prix sont justes? Est-ce que je me vends vraiment? Faites un calcul de rentabilité par rapport à ce que vous souhaitez gagner, plus que de la rentabilité d'ailleurs. Partez de ce dont vous avez besoin pour atteindre votre niveau de vie idéal, ce que vous aimeriez vraiment avoir et qui vous apporterait une vie confortable, sereine, et ramenez ça à ce que ça correspond en termes d'offres vendues, en termes de clients, en termes de temps passé, et regardez comment vous pouvez répartir ça. Regardez si c'est réaliste. Regardez du coup s'il ne faut pas repositionner vos prix pour atteindre plus justement cet équilibre et cette charge émotionnelle que vous supportez aujourd'hui. Regardez comment vous faites aujourd'hui si vous ne pouvez pas avoir une façon d'attirer plus de clients en même temps. Et puis, vos coûts, on en a déjà parlé, à travers les ressources notamment, mais il peut y avoir d'autres choses, hein, c'est est-ce que le loyer est pas trop cher là où je suis actuellement, mes bureaux, etc. Est-ce que j'ai besoin d'autant de fournitures pour fonctionner? Là, vous pouvez remettre en cause des choses qu'il est possible de remettre en cause. Il y a des coûts fixes sur lesquels vous aurez du mal, mais pareil, dans des partenaires, si vous avez un expert comptable qui vous coûte trop cher, si vous avez un avocat que vous payez trop cher, si vous avez... Regardez, commencez à comparer, voyez si vous n'avez pas des personnes avec lesquelles vous pouvez développer une aussi bonne relation, peut-être meilleure, et qui supportera moins de charges dans votre business. Voilà, je vais m'arrêter là puisqu'on a balayé ces 9 réflexions et que je pense que je vous en ai mis un peu plein la tête. J'espère que c'était digeste quand même. Je sais que c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Il y a le replay, vous pouvez regarder ça tranquillement si vous voulez revenir sur certains points. Mais je pense vraiment que toutes les questions que j'ai ouvertes avec vous, si vous avez pris des notes, vous pouvez vraiment les reprendre une à une et vous poser les questions, prendre un petit peu de hauteur et de recul sur votre business et vous dire ok, est-ce que mes choix aujourd'hui sont les plus pertinents? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Et comment je peux faire en sorte de grandir ma dimension d'entrepreneur grâce à ça et grandir en même temps que mes clients. Hop. Si vous avez des questions, je suis encore là. 10 minutes max, ouais 5, pardon. Oui, déjà je suis pas dans les temps, mais je suis là pour vous et ça me fait plaisir. On est en live toujours. Faites-moi un petit feedback là-dessus. Vous êtes encore quelques-uns à être connectés. Est-ce que ça vous apporte de la valeur, le fait que je vous partage ça? Est-ce que si je vous fais ce genre de petite formation que je vous donne 1 heure par jour comme ça, sur des sujets business, stratégie, marketing, marketing digital, réseaux sociaux, est-ce que c'est des choses qui peuvent vous plaire? Est-ce que là aujourd'hui vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous laisse le temps de me répondre. C'est pas grave Laurent, tu es tout pardonné, il y aura le replay, donc tu peux regarder ça plus tard. Oui Annie, merci, ça aide bien, super, cool, merci Christine. Merci Lise. Bon, ça encourage, c'est bien, ça... C'est mon moteur, moi, je vais vous dire comment je fonctionne, c'est clair, je suis prêt à en donner beaucoup. J'ai juste besoin de savoir que ça vous apporte quelque chose et tant que je vais sentir que vous avez cette énergie qui va dans le même sens que moi, tant que vous allez me pousser à faire ce genre de choses pour vous, je vais vous en donner et c'est juste, j'ai juste besoin de savoir de quoi vous avez besoin aujourd'hui, quels sont les challenges auxquels vous devez faire face pour pouvoir vous accompagner dans ces différentes dimensions et faire en sorte que vous mettiez ce temps à profit pour vous former, pour vous poser les bonnes questions et avancer. Ok Laurent,
Merci Patrice. Merci. Bon, c'est cool. Et écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, peut-être qu'il faut le temps que ça décante, tout ça. Vous pouvez poser les questions sous la vidéo, sous le live. Je prendrai le temps d'y répondre sur mes temps disponibles. Et si ça vous éclaire, tant mieux. S'il n'y a pas de questions, bien écoutez, c'est que soit j'ai pas été clair du tout, soit j'ai été trop clair et du coup tout est ok. Mais voilà, je tiens à vous faire savoir que je peux répondre aux questions que vous me poserez. Merci encore Laurent, merci à vous tous. Je vous souhaite une super journée et puis je vous dis à très vite dans ce groupe pour un prochain live, une prochaine formation gratuite et voilà, partage de valeur au maximum. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.